Bonjour, je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine du JT, le journal du télétravail de management. Le principe de ce nouveau podcast est simple, tous les jours nous vous ferons partager des tranches de vie en télétravail, nous vous donnerons quelques conseils, des idées et je l'espère nous vous aiderons à vous sentir moins seul. C'est le journal du télétravail. Parlons philo. Merci pour la voix off du télétravail. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Jules Vera, directeur de Philonomist Lab. Philonomist, c'est un média numérique qui explore l'économie, le sens du travail, la vie en entreprise et le management avec le regard des philosophes. Jules, bonjour. Alors, en ces temps de confinement, qu'est-ce que la philosophie peut nous apporter ? Du questionnement, avant tout, je pense. Je crois qu'on manque tous de temps dans nos quotidiens effrénés, en général, pour se questionner, pour essayer de regarder un peu différemment le monde dans lequel on vit, pour essayer d'interroger ce qu'on fait, ce qu'on vit au quotidien, la manière dont on travaille, dont on coopère. Et la philosophie peut nous apporter une mise en perspective de l'actualité, une mise en perspective de nos vies pour nous aider à mieux les comprendre. Vous dites que cette période peut être l'occasion rêvée de poser les questions qu'on ne prend pas le temps de se poser le reste du temps, mais lesquelles par exemple ? Avec Philonomist, on travaille en particulier avec des entreprises qui cherchent à faire réfléchir leurs collaborateurs et on voit que beaucoup de gens sont dans un mode pilote automatique en permanence d'une action à l'autre, ce que Sénèque appelle, vous savez, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais Sénèque distingue dans son livre La brièveté de la vie deux types de personnes, les occupati, qui sont les gens toujours affairés, qui courent à droite à gauche, et les ociosi, les oisifs, ceux qui prennent le temps de reprendre le contrôle sur leur existence, de s'isoler de la foule et de la vie professionnelle. Donc quelles sont les questions qu'il faut se poser dans ces moments ? D'un point de vue personnel, elles peuvent être nombreuses, se recentrer sur soi, sur ses émotions, sur son rapport aux autres, mais d'un point de vue professionnel, c'est aussi se demander si on travaille de la bonne des manières, si la manière dont on organise nos réunions, dont notre vie économique est organisée est la bonne, et voilà, les questionnements peuvent être à la fois personnels et professionnels. Dans un des articles que vous publiez sur votre site, vous dites que le confinement peut être le moyen de se rendre compte qu'on vit dans une utopie cinétique, c'est-à-dire dans l'illusion finalement qu'il faut toujours avancer, faire plus, aller plus loin. Qu'est-ce que ça peut nous apporter de nous interroger là-dessus ? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est en effet le média, Anne-Sophie Moreau, la rédactrice en chef de Philonomist, qui réfléchit sur notre rapport à la modernité en s'appuyant sur Sloterdijk et qui montre tout le paradoxe ou toute la complexité de cette modernité qui s'appuie sur la vitesse, qui s'appuie sur le mouvement permanent. Notre civilisation aujourd'hui repose sur un mouvement qui est continu et simplement le virus, il enraye cette modernité. Il l'invite en l'arrêtant complètement, en nous menant à un confinement. En l'occurrence, on est tous amenés à être chez nous, à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait maintenant que tout s'arrête. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Pour beaucoup, on essaye de répliquer ce qu'on faisait avant en le faisant différemment. C'est le cas chez Philonomist, on travaille tous à distance et donc il faut reproduire son activité de travail en digital, en distanciel, et c'est compliqué. Donc il y a de l'action, évidemment, il y a de l'affairement, comme le dirait Sénèque. Il y a aussi un entremêlement qu'il faut apprendre à gérer entre son travail et toutes les autres sphères de sa vie, la vie personnelle. Il faut mélanger les heures de travail avec les heures de repas, les tâches ménagères, la vie de famille. Et aussi, il faut se libérer du temps pour soi. Je pense que le télétravail nous permet d'avoir du temps de recul, d'avoir du temps de questionnement. Et c'est en tout cas tout l'enjeu pour moi de cette période, réussir à structurer ces journées d'une telle manière qu'on puisse, en plus de notre activité professionnelle, exercer une activité intellectuelle qu'on n'a pas le temps d'exercer habituellement. Puisqu'on peut prendre du temps pour soi et pour réfléchir, concrètement, par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous nous suggérez, vous, du côté de Philonomist ? Je crois d'abord qu'il s'agit de réorganiser son temps. Sénèque, toujours dans De la brièveté de la vie, dit notre vie a une grande étendue pourvu qu'on sache l'organiser. Et son conseil, qui est intéressant, et je pense qu'il peut être pertinent pour nous tous aujourd'hui, c'est de considérer la journée comme l'unité de base narrative, c'est-à-dire considérer toutes ces journées à l'instar d'une vie, comme dit Sénèque. Pour Sénèque, c'est par exemple considérer la matinée comme une enfance pleine de joie, de découverte, d'apprentissage, l'après-midi, une plage d'activités sérieuses et productives, le soir, une méditation sur notre mortalité et une préparation du sommeil. En tout cas, donc là, c'est une métaphore évidemment sur la vie, de manière à ce qu'elle ne nous effraie plus. Mais dans ce travail à distance, il faut réussir à structurer tout ce qu'on fait
pour avoir des temps d'occupation intense et organisés, pour avoir du temps en famille et pour avoir du temps de questionnement et de réflexion. Ce qui est difficile, et d'autant plus difficile qu'il y a un tel torrent d'informations aujourd'hui qui nous sont envoyées sur les réseaux sociaux et puis en général, qu'on pourrait passer sa journée à regarder BFM TV. Mais je crois que pourtant, on peut s'octroyer des temps avec soi, pour soi. Par exemple, c'est ce que dit Sénèque aussi, tous les soirs faire la revue de sa journée, la pratique la plus utile pour parvenir à la compréhension de soi. Mais ça peut être aussi de lire. Il y a un formidable article qui est sorti récemment dans le Figaro, une interview de Sylvain Tesson, qui disait « Mais il faut profiter de ce moment pour lire, on a une chance formidable. Prendre du temps pour soi, pour lire des grands auteurs, pour lire des réflexions philosophiques, pourquoi pas, mais pas que. Pour lire des médias qui proposent aussi des regards un peu différents, Philonomiste, Philosophie Magazine, je peux que y inciter. Mais en tout cas, prendre du temps calme pour sortir du flux quotidien, s'abstraire de ce flux quotidien et regarder les choses un peu différemment. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme lecture, là, si on a vraiment une plage d'1 heure devant soi, par quoi on commence? C'est une recommandation personnelle, plus que celle de Philonomiste, mais pour moi, des livres très introspectifs ou très lents, au rythme lent, comme notamment beaucoup de livres de grands auteurs russes, La guerre et la paix de Tolstoï ou Crime et châtiment de Dostoïevski. C'est des livres longs qui demandent qu'on rentre dedans, qui rentrent vraiment dans la psychologie des personnages, qui nous plongent dans une histoire, qui sont très, très beaux par leur rythme et par leur style d'écriture, mais qui nous permettent aussi et surtout de nous interroger sur nous-mêmes. En rentrant dans la psychologie des personnages, on rentre dans nous-mêmes. Et pour moi, c'est ce que j'ai pris. Je suis parti dans le sud-ouest pour vivre en famille ces moments de confinement. Et j'ai pris La guerre et la paix de Tolstoï, que j'avais commencé, que je n'ai jamais eu le temps de finir. Si j'arrive à le finir, c'est-à-dire si le confinement dure un moment, j'ai Proust qui m'attend derrière. Pour revenir aux entreprises, puisque vous disiez que vous étiez organisé pour pouvoir vous télétravailler, est-ce que vous avez déjà des demandes d'entreprises qui ont envie de nourrir intellectuellement leurs salariés qui sont en télétravail? Est-ce qu'on vous a déjà approché pour ça? Ou est-ce que vous pensez que là, ces premiers jours sont des jours d'organisation et que ça va venir dans les jours ou semaines qui viennent? Oui, j'ai l'impression qu'on commence à avoir mis l'organisation en place dans les différentes entreprises. Je dirais que lundi, mardi, mercredi, c'était peut-être pas encore le moment du questionnement, il fallait se réorganiser. Mais depuis, on a beaucoup de sollicitations, à la fois pour diffuser les contenus de Philonomiste qui invitent à chaque fois le collaborateur à réfléchir de manière assez accessible, assez simple, réfléchir sur le travail en équipe, réfléchir sur le leadership, réfléchir sur le management, réfléchir sur l'innovation, etc. Et puis, il y a un élément intéressant aussi que je ne suspectais pas, mais qui prend une ampleur assez forte ces derniers jours, c'est la demande pour des temps de réflexion partagés. On organise beaucoup de webinars philosophiques avec Philonomiste, et on sent à chaque fois que ça fait du bien aux collaborateurs d'avoir ces temps ensemble de réflexion sur des sujets, alors aujourd'hui, en ce moment, qui sont assez proches des préoccupations en lien avec le virus et le télétravail. Alors, lesquels, par exemple? Par exemple, comment profiter de ce temps de télétravail pour se nourrir intellectuellement, c'est un sujet qu'on a traité récemment chez L'Oréal. J'en ai animé un mercredi pour des collaborateurs de L'Oréal, réfléchir ensemble sur en quoi est-ce que dans l'entreprise, le modèle était en train d'évoluer, passer d'un modèle platonicien où tout le monde ne devait faire qu'appliquer des règles qui venaient d'en haut, à un modèle aristotélicien où tout le monde devait faire travailler son questionnement, sa phronésis, et comment est-ce que les collaborateurs pouvaient mettre en place ce genre de démarche. Et ça a mené à beaucoup de questions que les gens se posaient, posaient entre eux, et ça a mené à une réflexion intéressante, ce qui fait qu'avec L'Oréal, en l'occurrence, on va répliquer toutes les semaines 1 heure de réflexion collective, de webinaire philosophique. Est-ce que vous pensez que ces conversations et ces discussions peuvent aussi soulager une forme d'angoisse qu'on peut ressentir à rester cloîtré chez soi pendant cette période? Oui, ce serait trop facile de vous le citer, mais je vais vous le citer quand même. La célèbre phrase de Pascal qu'on entend beaucoup en ce moment, le malheur de l'homme vient avant tout du fait qu'il n'est pas capable de rester seul à ne rien faire dans une chambre. C'est une souffrance pour beaucoup d'être seul, d'être isolé. Je crois que pourtant c'est une nécessité de s'affronter à soi-même, à la solitude, et que ces temps de confinement qui nous exposent forcément à de l'ennui d'une certaine manière sont bénéfiques en cela, qu'ils nous obligent à nous confronter à des questionnements ou à des questionnements intérieurs ou des questionnements collectifs.
Donc est-ce que c'est un échappatoire ou une nécessité à ce mal? Peut-être les deux. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas fuir ce vide, il ne faut pas s'abreuver, se nourrir, se gaver d'informations au quotidien, passer sa journée à surfer de Twitter à Instagram. Ça fait peut-être du bien sur le moment, mais je pense qu'au terme de ces 6 semaines, si ça dure 6 semaines, ou plus, ou moins, j'en sais rien, n'importe qui sera fier de se dire j'ai profité de ces semaines-là pour prendre du temps. Et pour prendre du temps qui ne soit pas de l'affairement, mais qui soit de l'oisiveté, et de l'oisiveté qui m'a recentré sur moi-même et sur les questions qu'il fallait que je me pose. Il y a aussi une règle, je crois, d'Épictète que vous citez qui peut être de nature à nous rassurer. Oui, alors c'est à chaque fois qu'on s'interroge en famille en ce moment sur est-ce qu'il est affecté ou pas du coronavirus. Cette règle, c'est les choses qui ne dépendent pas de nous ne sont ni à désirer ni à craindre. Et je trouve que se dire qu'il faut placer son espoir et sa crainte sur des choses qui dépendent de nous plutôt que sur des choses qui ne dépendent pas de nous, c'est très fort parce que plutôt que de se dire je crains d'être affecté un jour, je crains d'avoir été en contact avec telle personne, le fait de se dire je vais plutôt agir avec ce qui dépend de moi, c'est-à-dire rester chez moi, prendre des précautions sanitaires et faire attention d'une certaine manière, ça rassure et ça nous permet de ne pas psychoter pour rien, je dirais. Alors ça, c'est ce qui s'est passé avant. On a parlé de ce qui se passe en ce moment chez les salariés et toutes les personnes confinées. Mais vous dites que la philosophie peut aussi nous aider à imaginer l'après, à imaginer à quoi ressemblera le jour d'après dont a parlé le président dans son allocution. En quoi est-ce que ça peut être intéressant déjà d'y réfléchir et en quoi la philosophie ou les philosophes nous donnent des billes pour cela? Écoutez, bien malin serait celui qui peut dire ce à quoi ressemblera le jour d'après. Je pense qu'il y a un travail qui est individuel là-dessus. On en parlait tout à l'heure. À quoi ressemblera mon jour d'après? Moi, concrètement, quand je reviendrai de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? En entreprise, on voit bien déjà qu'il y a des modes d'organisation très différents qui sont en train de se mettre en place et qui, pour moi, resteront pérennes en retour de crise. Le travail à distance, notamment, est en train de s'organiser et tous les réfractaires au télétravail vont, par la force des choses, apprendre à travailler différemment. Et ensuite, philosophiquement, je crois que dans Philonomiste, il y a cet article qui reprend les termes de Sloterdijk, qui explique que notre modernité a reposé uniquement sur le mouvement, et le mouvement absolu, et qu'aujourd'hui, ce mouvement s'arrête. Comment est-ce que notre modernité va considérer le mouvement à la suite au coronavirus? Est-ce qu'on va continuer sur une ouverture totale des frontières, des échanges économiques, etc. Ou est-ce qu'il va y avoir un retour à une forme, si ce n'est d'abandon du mouvement ou d'immobilisme, du moins de fermeture sur soi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des conséquences sociétales assez fortes. Vous nous avez donné tout à l'heure vos propres conseils de lecture pour ceux qui nous écoutent et qui sont en ce moment confinés. Si vous aviez un conseil de lecture à donner à un grand patron ou un grand dirigeant pour justement l'aider à réfléchir à ce jour d'après, ce serait quoi? Surtout pas un livre qui lui explique comment est-ce qu'il doit devenir un encore meilleur patron. Je pense qu'il faut se replonger dans des classiques pour comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, qu'est-ce que je pourrais conseiller? S'il a la possibilité de se plonger dans la République de Platon ou dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote, rien de tel pour comprendre la manière dont on vit, la manière dont on organise son entreprise comme chef d'entreprise et dont tout va peut-être basculer suite à cette crise. Platon et Aristote, ça reste les deux références centrales à mes yeux. Merci beaucoup, Jules. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent en savoir plus sur ce que vous proposez, toutes les activités de Philonomiste, avec un lien que nous mettrons en note de cet épisode. Merci à vous, bon télétravail et bon confinement, si on peut dire. Merci beaucoup. C'est la fin de ce JT, le journal du télétravail de management. Rendez-vous dès demain pour un autre partage d'expérience. Si vous aussi vous voulez témoigner et raconter ce que vous vivez de votre côté en télétravail, contactez-moi via LinkedIn ou Twitter. Je suis Lomique Guillot, vous devriez me trouver facilement. Et puis 2 dernières idées pour terminer. Une chanson à écouter pour rester dans le thème et se motiver tout en télétravaillant. Je vous propose aujourd'hui Ma philosophie d'Amel Bent, une chanson qui dit « Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé ». Gardez donc le point levé, vous aussi, histoire de vous motiver. Et puis un podcast que je vous recommande, c'est Noises, Noises,
SES. C'est un podcast de fiction avec un son totalement immersif et des histoires souvent très prenantes à écouter au casque pour une expérience audio particulièrement originale. Une première saison est disponible gratuitement sur toutes les plateformes et une deuxième saison est en cours de diffusion en exclusivité sur l'appli de podcast Sibel. Noises donc à écouter. N'oubliez pas vous de votre côté de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous noter avec 5 étoiles si vous aimez notre nouveau rendez-vous. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.